Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va lire le début du roman Un monde sans fin de Ken Follett. C'est la suite du roman Les piliers de la Terre. On y va. Un monde sans fin. Gwenda n'avait pas peur du noir, et pourtant elle n'avait que 8 ans. Quand elle ouvrit les yeux, elle ne vit que l'obscurité autour d'elle. Elle n'en fut aucunement effrayée. Elle savait où elle se trouvait, étendue à même le sol, sur de la paille, auprès de sa mère, dans le long bâtiment en pierre du prieuré de Kingsbridge, qu'on appelait l'hospice. À en juger d'après la chaude odeur de lait qui chatouillait ses narines, Ma devait nourrir le bébé qui venait de naître et n'en avait pas encore de nom. À côté d'elle, il y avait pas, et juste après, Philémon, son frère de 12 ans. Plus loin, d'autres familles se serraient les unes contre les autres, comme des moutons dans un enclos. Mais bien que la salle soit bondée dans le noir, on ne les distinguait pas. On sentait seulement l'odeur puissante de leur corps chaud. La naissance de l'aube annoncerait la Toussaint, fête d'autant plus remarquable cette année qu'elle tombait un dimanche. La nuit, sur le point de s'achever, clôturait une journée de grand danger, car, en cette veille du jour où l'on célébrait tous les saints, les esprits malins se déchaînaient et rôdaient en liberté de par le monde. Tout un chacun le savait, et Gwenda ne faisait pas exception. C'était pour se tenir à l'écart de ce péril que des centaines de fidèles, à l'instar de sa famille, étaient venus des villages voisins, se réfugier dans ce lieu sacré qui était le prieuré, pour y attendre l'heure de se rendre à Matine. Comme toute personne dotée d'un tant soit peu de raison, Gwenda se méfiait des esprits mauvais. Toutefois, il était une chose qu'elle appréhendait plus encore, une chose qu'elle devrait accomplir pendant l'office. Pour l'heure, elle s'efforçait de la chasser de ses pensées, tout en scrutant la morne obscurité alentour. Le mur en face d'elle était percé d'une fenêtre en ogive, plus exactement d'une ouverture sans vitre, car seuls les édifices les plus importants possédaient de véritables fenêtres, avec des vitres, comme on le lui avait expliqué. Ici, une tenture en lin empêchait l'air froid de l'automne de pénétrer. Une tenture épaisse assurément, car le mur était d'une même noirceur opaque d'un bout à l'autre. Pour une petite fille qui redoutait tant l'arrivée du matin, ces ténèbres avaient quelque chose de rassurant. Contrairement à ses yeux qui ne voyaient rien de ce qui se passait autour d'elle, ses oreilles percevaient une multitude de sons faciles à déchiffrer. L'incessant chuchotement de la paille sous les dormeurs qui remuaient dans leur sommeil, un pleur d'enfant réveillé par un rêve et aussitôt calmé par un doux murmure, une phrase lancée à haute voix, ou plutôt une suite de syllabes bredouillées par une personne assoupie, et puis, quelque part, le bruit d'un couple s'adonnant à ce que ses parents faisaient eux aussi de temps en temps, mais dont ils ne parlaient jamais et que Gwenda appelait grogner parce qu'elle n'avait pas de nom pour qualifier cet acte. Très vite, bien trop vite, une lumière apparut au fond de cette salle tout en longueur, derrière l'autel à l'est. Un moine venait d'entrer, une chandelle à la main. L'ayant déposée sur l'autel, il y enflamma un cierge. Muni de sa lumière, il entreprit ensuite de longer le mur, touchant de sa flamme les cierges sur son passage. À chaque fois qu'il s'enfonçait dans l'obscurité, pour allumer la mèche suivante, son ombre s'étirait jusqu'à atteindre la voûte. La lumière, en devenant plus forte, révélait peu à peu les silhouettes affalées sur le sol, enveloppées dans des manteaux de toile bis ou blotties les unes contre les autres pour se tenir chaud. On apercevait déjà les malades installés sur des paillasses près de l'autel afin de tirer un plus grand bénéfice de la sainteté du lieu. À l'autre bout de la salle, on devinait l'escalier qui menait à l'étage et aux salles réservées aux visiteurs de la noblesse. Pour l'heure, plusieurs d'entre elles étaient occupées par le comte de Shiring et les siens. Se penchant au-dessus de Gwenda pour allumer le lumignon, situé bien plus haut que sa tête, le moine croisa son regard et lui sourit. Elle fixa son jeune et beau visage et reconnut en lui, à la lumière vacillante de son siège, un certain frère Godwin, qui avait parlé très gentiment à Philémon hier soir. La place à côté de Gwenda était occupée par une famille de paysans, prospères du même village qu'elle. Samuel, le père, avait en métaillage de grandes terres. L'accompagnait sa femme et ses 2 fils. Le plus jeune, Wilfric, qui avait 6 ans, ne trouvait rien de plus drôle au monde que de lancer des glands sur les filles et de courir ensuite se cacher. La famille de Gwenda n'était pas riche. Son père ne possédait pas le moindre lopin de terre. Il louait ses services à la journée à qui voulait bien l'engager. En été, le travail ne manquait pas. Mais après la moisson, à l'arrivée des frimas, la famille souffrait souvent de la faim. Et pour survivre, Gwenda était obligée de voler. Elle imaginait souvent le jour où elle se ferait prendre la main dans le sac, une forte poigne,
retiendrait son bras, et elle aurait beau se tortiller en tous sens, elle ne parviendrait pas à s'échapper. Une voix profonde s'exclamait alors avec une joie cruelle. Ah, ah, je te tiens, petite voleuse. Quelle douleur et quelle humiliation ce serait que d'être flagellée, et ce ne serait rien comparé au supplice d'avoir la main coupée. Son père avait connu ce châtiment. Son bras gauche se terminait par un affreux moignon. Oh, cela ne le gênait pas pour manier la pelle, sceller un cheval ou même fabriquer des filets pour attraper des oiseaux. Mais il était toujours le dernier journalier à être engagé au printemps et le premier à être congédié à l'automne. Cette amputation qui le désignait comme voleur l'empêchait de quitter son village pour trouver du travail ailleurs. Personne ne voulait l'embaucher. C'est pourquoi, quand il partait en voyage, il attachait à son moignon un gant bourré de son pour éviter d'être tenu à l'écart. Son leurre, hélas, ne trompait personne. Gwenda n'avait pas assisté au châtiment de son père, n'étant pas encore née à l'époque. Cependant, elle s'était souvent représenté la scène et elle se voyait maintenant la subissant à son tour. Elle voyait au ralenti la hache s'abaisser vers son poignet, le fer affûté, trancher sa peau et ses os, séparant sa main de son bras d'une façon si définitive qu'il n'y aurait pas moyen de les recoudre ensemble. Quand ce tableau se formait dans son esprit, elle gardait toujours les dents serrées très fort pour s'empêcher de hurler. Dans l'assistance, les gens s'étiraient, bâillaient, frottaient le visage. Gwenda se leva et secoua ses vêtements. Tout ce qu'elle portait sur elle en ce moment lui venait de son frère. La chemise de laine qui lui descendait jusqu'aux genoux, de même que la tunique qu'elle enfilait par-dessus et serrait à la taille avec une corde de chanvre. Ses chaussures avaient eu des lacets autrefois, mais ils étaient perdus et les œillets étaient déchirés. Voilà pourquoi elle attachait ses savates à l'aide d'une tresse de paille. Ayant fourré ses cheveux sous un bonnet en queue d'écureuil, elle jugea sa toilette achevée. Elle croisa le regard de son père. Celui-ci désignait furtivement une famille de l'autre côté de la travée. C'était un couple d'âge moyen, accompagné de 2 garçons, plus âgé qu'elle. Le père, de petite taille et chétif, avait une barbe rousse frisée. Il était en train de boucler un ceinturon auquel était pendue une épée. C'était donc un homme d'armes, voire un chevalier, car le bas peuple n'était pas autorisé à porter l'épée. Son épouse, une femme maigre et brusque, n'offrait pas un visage avenant. Frère Godwin les saluait, d'une inclinaison de la tête, empreinte de respect. « Bonjour, Sir Gérald et dame Maud. » Gwenda repéra l'objet qui avait attiré l'attention de son père, la bourse suspendue par un lien de cuir à la ceinture de Sir Gérald. Une bourse rebondie qui devait certainement contenir plusieurs centaines de ces pièces de cuivre et de ces piécettes d'argent, d'un penny et d'un demi-penny qui avaient cours en Angleterre, l'équivalent de ce que Pa gagnait en toute une année quand il arrivait à se faire embaucher. Autrement dit, largement de quoi nourrir toute la famille jusqu'au labour du printemps. Qui sait, cette bourse contenait peut-être aussi des pièces d'or étrangères, des florins de Florence ou des ducats de Venise. Gwenda possédait, attaché à une corde autour de son cou, un petit four en bois contenant un couteau dont la lame pointue viendrait facilement à bout de ce lien. Et la grosse bourse chuterait alors dans sa petite main, à condition que Sir Gérald ne se sente pas ses gestes et ne retienne pas son bras avant qu'elle ait eu le temps d'accomplir son forfait. D'une voix forte destinée à couvrir le bourdonnement des conversations, Frère Godwin déclara « Pour l'amour du Christ qui nous enseigne la charité, un petit déjeuner vous sera servi après l'office de la Toussaint. En attendant, il y a de l'eau potable à la fontaine de la cour. Rappelez-vous, s'il vous plaît, qu'il est interdit de pisser à l'intérieur de ces murs. Veuillez utiliser les latrines situées à l'extérieur. » Les moines et les sœurs veillaient avec rigueur au respect de la propreté. La nuit dernière, Godwin avait attrapé un garçon de 6 ans, se soulageant dans un coin. Toute la famille avait été expulsée de l'hospice. Si ces malheureux n'avaient pas eu un sou en poche pour payer l'aubergiste, il était à croire qu'ils auraient passé cette nuit d'octobre à trembler de froid sur le perron de pierre de la cathédrale, se dit Gwenda. Peut-être en compagnie de Hop, son chien à 3 pattes, qu'elle avait dû abandonner car il était également interdit de faire entrer un animal dans l'hospice. Elle se demanda où il avait passé la nuit. Une fois toutes les lumières allumées, Godwin ouvrit le grand portail de bois donnant sur l'extérieur. L'air de la nuit, qui s'engouffra tout d'un coup, vint mordre les oreilles et le bout du nez de Gwenda. Resserrant leurs manteaux autour d'eux, les hôtes de la nuit commencèrent à s'éparpiller dans la cour. Quand Sir Gérald et les siens prirent place dans la queue, Pa et Ma se retrouvèrent juste derrière eux. Gwenda et son frère leur emboîtèrent le pas. Jusqu'à ce jour, c'était Philémon qui se chargeait des rapines. Hier, il avait failli se faire prendre
au marché de Kingsbridge, juste au moment où il subtilisait sur l'étal d'un marchand italien une petite fiole contenant une huile de prix. Il l'avait laissée tomber par terre, à la vue de tous. Par chance, elle ne s'était pas brisée, mais il avait été obligé de prétendre l'avoir renversée par inadvertance. Au cours de l'année passée, son frère, jadis fluet et adroit comme elle, avait grandi de plusieurs pouces. Sa voix changeait de ton au milieu des phrases. Surtout, il avait perdu toute adresse, à croire qu'il ne savait pas comment utiliser ce grand corps devenu le sien. Hier soir, après la scène de la fiole, Pa avait déclaré qu'il était trop grand pour être un bon voleur et que dorénavant Gwenda prendrait la relève. Voilà pourquoi elle était restée éveillée une longue partie de la nuit. Philémon s'appelait en vérité Holger. À 10 ans, il avait décidé de devenir moine et demandait qu'on l'appelle désormais Philémon, trouvant ce prénom plus religieux à l'oreille. Curieusement, la plupart des gens avaient souscrit à son souhait, sauf Ma et Pa qui s'obstinaient à l'appeler Holger. Sitôt le portail franchi, les fidèles découvrirent devant eux, de part et d'autre, du chemin menant au grand parvis de la cathédrale, 2 rangées de religieuses transies de froid, leur éclairant la voie à l'aide de torches. Au sommet des flammes, l'ombre vacillait, comme si les elfes et les lutins de la nuit s'amusaient à faire des cabrioles dans un lieu tout proche, mais invisible, tenu à distance par la seule sainteté des religieuses. Hop n'était pas devant l'hospice à attendre la sortie de sa maîtresse. Gwenda n'en fut qu'à demi étonnée. Il devait s'être trouvé un abri au chaud pour la nuit. Dans le cortège qui s'acheminait vers la cathédrale, Pa veilla à ce que toute la famille reste collée à Sir Gérald. Gwenda suivait donc le mouvement. Soudain, une main méchante lui tira les cheveux par derrière, celle d'un lutin probablement. Se retournant, elle aperçut Wilfric, le petit garçon de son village qui riait à gorge déployée, hors d'atteinte de ses représailles. Son père se chargea de le corriger d'une taloche sur l'arrière de la tête en lui intimant l'ordre de bien se tenir. Le petit garçon se mit à pleurer. La masse monumentale de l'église surplombait de toute sa hauteur la foule compacte des fidèles et se dissolvait dans la nuit. Émergeait seule de l'ombre la partie inférieure, les arches et les meneaux, que les torches coloraient d'une teinte rouge orangée. En approchant du portail, le cortège ralentit. Gwenda aperçut alors les habitants de la ville qui arrivaient par l'autre bout de la place. Ils étaient bien des centaines, peut-être des milliers, se dit-elle, bien qu'elle ne se représente pas très bien combien cela faisait de personnes, un millier ne sachant pas compter aussi loin. La foule s'écoulait lentement vers la nef. Dans la lumière tremblante des torches, les saints sculptés sur les parois du porche semblaient mener une danse endiablée au-dessus des monstres et des démons dont Gwenda ne pouvait détacher le regard. Ces dragons et ces griffons la mettaient mal à l'aise, notamment l'ours à tête d'homme et le chien à 2 corps et un seul museau, car pour un certain nombre d'entre eux, ces êtres fabuleux étaient manifestement en lutte avec l'humanité. Ici, un succube avait passé un nœud coulant autour du cou d'un homme, là un animal ressemblant à un renard traînait une femme par les cheveux. Ailleurs, un aigle lacérait un homme nu de ses serres, représenté sous forme de main. Les saints s'alignaient en rang d'oignons au-dessus de ces images infernales, séparées par de petits auvents des apôtres sculptés plus haut, juste au ras de la voûte. Dans le bas de celle sous laquelle se tenait Gwenda, on reconnaissait saint Pierre et saint Paul, le premier à sa clé, le second à son rouleau de parchemin, et tous deux levaient des yeux emplis d'adoration vers le Christ en majesté qui trônait au centre au-dessus du portail principal. Gwenda avait beau savoir que Jésus exhortait les fidèles à ne pas pécher, elle craignait davantage la torture des hommes que celle des démons. Si elle ne volait pas la bourse de Sir Gérald, son père lui donnerait le fouet. Et il y avait pire. Sa famille n'aurait rien d'autre à manger que de la soupe au gland. Philémon et elle souffriraient de la faim pendant de longues semaines. Le lait de Ma sécherait dans son sein et le bébé mourrait comme déjà les 2 autres avant lui. Pa disparaîtrait des jours entiers pour revenir avec un héron décharné ou 2 écureuils, et il n'aurait rien d'autre à faire cuire. La faim était plus redoutable que le fouet. Elle durait plus longtemps. On lui avait enseigné à chaparder dès son plus jeune âge, à chipper une pomme sur un étal, un œuf frais sous le cul de la poule du voisin, ou encore le couteau oublié par l'ivrogne sur la table de la taverne. Mais voler de l'argent, c'était différent. Si elle se faisait prendre en train de couper la bourse de Sir Gérald, il ne lui servirait à rien d'éclater en sanglots. On ne se contenterait pas de la sermonner, comme la religieuse au cœur tendre, le jour où elle avait volé une paire de chaussures en cuir très doux.
Couper le cordon de la bourse d'un chevalier, ce n'était pas une blague de chenapan, c'était en vérité un crime de grande personne, et il était puni en conséquence. Elle essaya de ne pas penser à ce qui l'attendait en cas d'échec. Elle était petite et agile, elle était rapide. Oui, elle sautait, s'emparait de cette bourse subrepticement, comme un fantôme, pourvu seulement que ses mains ne tremblent pas. L'immense cathédrale était déjà bondée, éclairée par les torches que tenaient des moines, au visage dissimulé sous leurs capuches. Les bas-côtés vibraient d'une lumière rougeoyante. Dans la nef, l'enfilade des piliers s'élevait si haut que leur fût se perdait dans l'obscurité. Laissant la foule progresser vers l'autel, Gwenda demeura auprès de sieur Gérald. Le chevalier, à la barbe rousse, et sa maigre épouse ne l'avaient pas remarqué. Quant à leurs deux garçons, ils ne lui prêtaient pas plus d'attention qu'aux pierres des murs. Gwenda avait perdu de vue sa famille, restée en arrière. La nef se remplissait rapidement. Gwenda n'avait jamais vu tant de monde rassemblé dans un même endroit. Il y en avait bien plus que dans le pré devant la cathédrale, les jours de marché. Et tous ces gens se saluaient gaiement l'un l'autre, heureux d'être protégés des mauvais esprits dans ce lieu sacré. Le bruit de leur conversation formait un vrai vacarme. Puis les cloches sonnèrent et le silence se fit. Sieur Gérald se tenait juste à côté d'une petite fille d'une dizaine d'années et de sa famille de riches marchands de laine de la ville, à en juger d'après la qualité de leurs manteaux. Gwenda s'était glissée derrière eux et faisait de son mieux pour passer inaperçue. À sa consternation, la petite fille lui adressa un sourire joyeux, comme pour lui signifier de ne pas avoir peur. L'un après l'autre, les moines, qui se tenaient en bordure de la foule, éteignirent leurs torches. Le sanctuaire tout entier sombra dans le noir. Gwenda s'inquiétait. La petite fille riche ne risquerait-elle pas de se rappeler d'elle plus tard? Elle ne s'était pas contentée de lui jeter un coup d'œil rapide pour l'ignorer ensuite, comme la plupart des gens d'habitude. Non, elle l'avait bien regardé. Elle lui avait même fait un grand sourire. Enfin, il y avait des centaines d'enfants dans la cathédrale, se dit-elle pour se rassurer. Dans cette pénombre, la petite fille ne pouvait pas avoir gardé un souvenir très précis de son visage, n'est-ce pas? Invisible dans l'obscurité, elle fit un pas en avant et se faufila, furtivement, entre les deux silhouettes devant elle. Coincée entre le doux manteau de laine de la petite fille et le rugueux surtout du chevalier, elle était à présent en bonne position pour atteindre la bourse. Introduisant la main dans son col, elle dégaina son couteau. Au même instant, un hurlement terrifiant brisa le silence. Gwenda s'y attendait, car sa mère lui avait expliqué le déroulement de l'office. Pourtant, ce cri la fit sursauter, tant il ressemblait à celui d'un homme sur la torture. Une puissante tambourinade retentit alors, comme si quelqu'un martelait de toutes ses forces un plat en métal. D'autres sons suivirent, un gémissement, un rire de fou, la sonnerie d'un corps de chasse, un grelot, des bruits d'animaux, et l'écho d'une cloche fêlée. Dans la foule, un enfant se mit à pleurer, bientôt rejoint par d'autres. Des grandes personnes ne purent retenir des rires nerveux, bien qu'elles sachent ces bruits produits par les moines. La cacophonie était atroce. Le moment était mal choisi pour voler la bourse, se dit Gwenda craintivement. Comme tout le monde, le chevalier avait les sens en alerte. Il percevait le moindre frôlement. Ce tintamarre diabolique avait atteint son paroxysme quand s'y mêla un son nouveau, une musique si ténue que Gwenda crut d'abord s'être méprise, mais qui s'amplifia peu à peu jusqu'à devenir un cantique. Ces voix divines étaient celles des religieuses. Gwenda se raidit involontairement. L'instant fatidique approchait. Se mouvant à la façon des esprits, sans provoquer le moindre souffle d'air, elle pivota sur les talons afin de se retrouver face à sieur Gérald. Elle savait exactement en quoi consistait son habit. Il se composait d'une lourde tunique en laine ramassée à la taille à l'aide d'une large ceinture cloutée à laquelle pendait la fameuse bourse au bout de son lacet de cuir. Au-dessus, le chevalier portait un couteau, surtout brodé à présent, élimé, fermé, bord à bord par des boutons en os. Ces boutons jaunis, il ne les avait pas tous attachés, soit par paresse, parce qu'il somnolait à demi, soit tout simplement parce qu'il n'y avait pas une grande distance à parcourir de l'hospice à la cathédrale. Gwenda posa une main sur le devant du manteau du chevalier, prêtant à sa main droite la légèreté d'une araignée, imaginant ses doigts plus légers que des pattes, si légers que sa victime ne pouvait les sentir. Elle les fit descendre le long, puis s'introduire sous un pan du vêtement et suivre le cheminement du ceinturon jusqu'à la bourse.
Le vacarme diminuait à mesure que montait la musique. Un murmure apeuré s'éleva des premiers rangs de la foule et se propagea vers le fond de l'église. Gwenda ne voyait rien. Néanmoins, elle devinait qu'un candélabre allumé sur l'autel illuminait un reliquaire qui ne s'y trouvait pas quand les cierges et les torches s'étaient éteints, le célèbre reliquaire contenant les os de saint Adolphe, objet magnifique fait d'ivoire, sculpté, rehaussé d'or. La foule se tendit en avant, chacun cherchant à se rapprocher des saintes reliques. Immobilisé entre sieur Gérald et l'homme devant lui, Gwenda tâtonna le lacet retenant la bourse et y posa sa lame. Là, impossible d'entailler le cuir durci. Malgré son effroi, elle se mit en demeure d'effectuer des mouvements de scie effrénés. Sieur Gérald était trop intéressé par la scène qui se déroulait près de l'autel pour noter ce qui se produisait sous son nez. Relevant les yeux, Gwenda s'aperçut que les silhouettes autour d'elle commençaient à surgir de l'obscurité. Les moines et les religieuses étaient en train de rallumer les cierges. Elle n'avait plus une seconde à perdre. Bientôt la lumière serait trop vive. Elle imprima plus de force à son geste. La bourse commença à lâcher. Sieur Gérald grommela. Avait-il senti quelque chose? Réagissait-il à ce qui se passait sur l'autel? La bourse finit par se détacher et atterrit dans la main de Gwenda. Elle pesait si lourd que la petite fille faillit la lâcher. L'espace d'un instant, terrifiant, elle crut que la bourse glissait entre ses doigts et se perdait par terre, parmi les pieds de tous ces gens qui bougeaient sans cesse, sans même s'en rendre compte. Mais Gwenda refusa à l'agripper. Un sentiment fait de joie mêlé de soulagement la submergea. Tout danger, cependant, n'était pas écarté. Il lui fallait encore remettre cette bourse à son père. Son cœur battait si fort que tout le monde alentour devait l'entendre. Gwenda profita qu'elle pivotait sur elle-même pour fourrer son butin à l'intérieur de sa tunique. À présent, elle tournait le dos à Sir Gérald. Si par malheur il baissait les yeux, il risquait d'apercevoir la bosse que formait la bourse sous sa robe, juste au-dessus de sa ceinture. Ne s'étonnerait-il pas de lui découvrir subitement une grosse bedaine? Elle la repoussa donc sur le côté, à un endroit où son bras la cachait en partie. Lorsque tous les cierges seraient allumés, il était à craindre que cette bosse n'attire quand même les regards. Mais où dissimuler son larcin? Aucune idée ne lui venait à l'esprit. Elle rangea son couteau dans sa gaine. Maintenant, elle devait s'esquiver au plus vite, avant que Sir Gérald ne remarque la disparition de son bien. Hélas, si la cohue des fidèles lui avait permis d'accomplir son vol sans être vue, elle gênait désormais sa fuite. Reculant d'un pas, Gwenda essaya de se glisser entre les gens, derrière elle, mais ceux-ci continuaient de pousser vers l'avant dans l'espoir d'apercevoir les os du saint. Elle était prisonnière de la foule, juste devant l'homme qu'elle venait de dépouiller et dans l'incapacité totale d'effectuer un mouvement. Merci à tous, à bientôt.